Donc Mmh. voilà, c'est à la fois impuissance, à la fois, le sentiment d'avoir un rôle à jouer dans cette histoire, heu et j'essaye de faire ma part comme dans la légende du colibri, où chacun essaye de faire sa part. Moi je voilà, je depuis le 7 octobre 2023, ma vie, est consacrée à ça et je fais au mieux donc j'ai tout ce que j'ai fait depuis le 7 octobre, était à destination, enfin, dans le but d'informer sur la Palestine et sur Gaza et sur ce qui se passe. Oui, c'est vraiment aussi pour cette chaîne aussi, hein, j'ai l'impression que ce génocide, c'est aussi une parenthèse où, j'ai l'imp enfin, je suis convaincu qu'on devrait tous concentrer notre énergie là pour que cesse cette inouïe cruauté, qui se passe devant nos yeux. Enfin, on se prétendait humain. Si on se prétend humain, et bien, en fait, je vois pas quelle serait pourrait être l'autre alternative. Qu'est-ce qu'on a de mieux à C'est faire, ouais, que de dénoncer un génocide, aujourd'hui? Moi, je me pose souvent cette question. Qu'est-ce que quand je vois, certaines personnes, je me dis: c'est «Mais ça. tu as quoi de mieux à faire, en fait, aujourd'hui?» Qu'est-ce qu'il y a de plus important, en fait, que de dénoncer un génocide qui a lieu sous nos yeux, un nettoyage ethnique, là, peut-être bientôt? Enfin, on est dedans complètement en Cisjordanie et à Gaza, on est à un niveau de cynisme et de folie, de dinguerie, heu, des dirigeants israéliens et états-uniens qui est, enfin, il y a plus de mots après tout ce qu'on a vu là. On a des Trump qui a osé nous faire sa vidéo sur la Riviera, sur les corps des qui veut construire sur les corps des enfants palestiniens. Voilà, Ouais, on en non. est là, on est dans un monde comme ça de fou et dans ce monde, en fait, il y a plus que 2 types de personnes, en fait. Il y a les gens qui soutiennent ça, la Riviera, voilà, la cruauté, le massacre d'enfants de masse et il y a nous. Exactement. Par ces décrets tramés dans l'ombre, c'est bien l'exécutif qui attise un peu plus la colère sociale, alors que selon un sondage IFOP, 37% des Français déclarent avoir été contraints de renoncer à un soin ou à un équipement médical, notamment pour des raisons financières. C'est terrible, on est en France, hein. Mais là où ça devient scandaleux, c'est quand on se souvient du contexte politique dans lequel ça s'insère. Petit 1. François Bayrou a d'ores et déjà annoncé qu'il remettait son avenir politique entre les mains du Parlement. Au moment où nous parlons, la légitimité du gouvernement ne va donc plus de soi. Il est le gouvernement, il a été nommé de manière légale par Emmanuel Macron, il est légitime d'un point de vue juridique. Mais d'un point de vue politique et démocratique, la légitimité du gouvernement aujourd'hui ne va plus de soi précisément parce qu'elle est suspendue à la décision du Parlement. Prendre un tel décret, prendre une telle décision, accroître à ce point l'un des impôts les plus injustes, alors même que tu as annoncé d'ores et déjà remettre ta légitimité démocratique entre les mains de l'Assemblée et que donc cette légitimité ne va plus de soi, c'est en soi, mais une rupture franche du pacte démocratique. Il serait absolument normal que François Bayrou s'abstienne de toute décision majeure tant que les députés n'ont pas eu l'opportunité de se prononcer sur son maintien ou non à la tête du gouvernement. D'autant que, et c'est là où le terme de scandale me semble justifié et même incontestable, d'autant que François Bayrou a dit à de multiples reprises, il l'a redit encore ce matin au micro d'Apolline de Malherbe, François Bayrou a dit à de multiples reprises que le diagnostic et la stratégie n'étaient pour lui pas négociables. Diagnostic, le déficit public se creuse, la dette aussi, stratégie, on va y répondre en diminuant la dépense publique. Il a dit ça, c'est pas négociable. C'est son choix et il sera censuré pour ce choix. J'y reviens pas. Par contre, il a dit, François Bayrou, à de multiples reprises, il l'a redit ce matin, les modalités de la diminution de la dépense publique, elles, tout est négociable. Il a redit ce matin, tout est possible. Et aujourd'hui, on apprend qu'il s'apprête à faire passer en catimini, sans saisir le Parlement, sans justifier auprès des Françaises et des Français, on apprend qu'il s'apprête à faire passer l'une de ces modalités les plus impopulaires, les plus rejetées, les plus insupportables, les plus scandaleuses. Un doublement d'un impôt qui pèse avant tout sur les plus pauvres, sans passer par le Parlement, avant même le vote du Parlement, et alors qu'il s'est engagé à de multiples reprises à ce que tout soit négociable. Mais comment est-ce qu'on pourrait négocier les franchises médicales si elles sont adoptées avant même qu'ait commencé le débat parlementaire? Réponse simple, on ne peut pas. François Bayrou, qui non seulement déploie désormais une communication aussi mensongère et
malhonnête que celle de Donald Trump, j'assume de le dire. En plus, François Bayrou piétine son engagement le plus essentiel qui soit dans cette période qui était les modalités seront négociables. Et il le fait dans un contexte où sa légitimité démocratique est pour le moins contestable. Ce que François Bayrou piétine des 2 pieds et en sautant dessus à de multiples reprises, ça n'est tout simplement rien d'autre que la démocratie. François Bayrou est un antidémocrate. Logiciel de fond des gens qui aujourd'hui nous disent j'ai un plan pour établir les finances de l'État, c'est toujours pareil. On fait payer ceux qui bossent déjà et qui rapportent et on ne touche pas aux privilèges et à l'argent déversé dans les poches de ceux qui ne travaillent pas ou qui ont des positions avantageuses. Je pense notamment à tous les lobbies qui vivent de décisions publiques qui leur sont favorables. D'ailleurs, on avait écouté François Bayrou, le Top Gun de Pau, comme je l'appelle, qui nous avait parlé il y a 3 semaines notamment d'aller peut-être regarder des avantages indus de la classe politique. Ça a été oublié, hein. Il n'en a plus du tout parlé. Il nous a parlé des boomers, il nous a parlé des jeunes, il nous a parlé de tout ça, mais il nous a plus parlé des avantages indus sur lesquels ils allaient plancher pour peut-être les réduire. Mais c'est vraiment, ils sont formidables ces gens. Hein. Ils sont formidables. C'était une bêtise de François Bayrou, je ne sais pas, il a mal revu le script avec Emmanuel Macron. Ce qu'il fallait retenir, c'était la dernière phrase. C'était nos finances sont dans le rouge parce que nos retraites sont trop généreuses et parce que on a trop sacrifié pour le confort des boomers. Voilà. Donc clairement, la stratégie, elle est là. Et ça a été ensuite répété 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me dis, les boomers, c'est quand même, non, c'est pas vrai, il ne va pas s'attaquer aux boomers. C'est les gens qui ont fait réélire Macron 2 fois et qui ont passé à une majorité qui ne représentait pas du tout les Français, mais qui était une majorité de castorisés, de permettre aux mêmes qui nous ont mis dans les difficultés de continuer à exercer le pouvoir. Donc les boomers, ils sont bien utiles. Et là, d'un seul coup, on leur dit, ah ben non, tout est de leur faute. Donc clairement, on a une stratégie qui consiste à jeter les générations à la face des autres. Voilà, le jeune, on lui explique qu'aujourd'hui, il a le droit à la maison avec piscine, la voiture et les bons restaurants, et que c'est pas tout à fait normal que quelqu'un qui a bossé 40 ans ait réussi à accumuler du patrimoine, malgré tout ce qu'on lui pique au passage. Donc, voilà, la stratégie, c'est ça. Les Français, ils pourraient s'apercevoir effectivement qu'il y a des privilèges indus, mais vite, jetons les Français à la face des uns des autres, divisons-les en désignant le coupable quasiment idéal, celui qui a plus d'argent, celui qui a plus de patrimoine, alors que dans 99,6% des autres pays, j'exclus la Corée du Nord, ils ont bossé toute leur vie, c'est un peu normal qu'ils aient réussi à acheter un toit, à payer des études à leurs enfants et à profiter un petit peu de ce que la vie peut offrir, loisirs, restaurants, etc. Non, maintenant, il faut que les jeunes et ceux qui n'ont jamais cotisé à rien aient le droit à tout. Et ceux qui aujourd'hui peuvent profiter un peu, c'est des voleurs, c'est des gens qui ont abusé du système. Voilà. Évidemment, voilà. Regardez, c'est les boomers. Et ne regardez surtout pas les députés, les sénateurs, les présidents de commission, etc., qui gagnent 15 000 à 16 000 euros par mois pour rien faire. Voilà. Lis ce paragraphe. Lis-le, ce paragraphe des protocoles de Toronto, parce qu'il est clé. Lis-le. Alors, cette charte laborieusement mise au point dans nos loges nous permettra enfin de réduire à néant toute autorité parentale en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels. Elle encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires parce que trop traditionnels, trop religieux. Aujourd'hui, un enfant peut porter plainte contre ses parents. Là, ça s'attaque clairement à la chrétienté. Oui, déjà. Absolument. D'accord. Et comme von der Leyen nous a dit que les valeurs de l'UE, c'est le Talmud, il faut comprendre que dans ce cas-là, ça veut dire tous les goïs. Et donc, puisque c'est tous les goïs, ça veut dire chez les musulmans, les mécréants. C'est pareil. Alors, c'est vrai que la chrétienté est sortie de la période d'inquisition, mais là, je ne vais pas faire plaisir à beaucoup, mais il me semble que ce que fait aujourd'hui le monde islamique, attention, le monde islamique traditionnaliste, fondamentaliste, extrémiste, d'accord ?
Donc, Oui. vraiment l'extrémisme. Je n'ai pas dit tous les musulmans, attention, parce que tu Bien vas sûr. du côté de l'Asie, notamment en Indonésie, ils sont quand même beaucoup de musulmans là-bas et c'est pas la même chose qu'ici, d'accord? Donc là, si tu veux, ce texte, il vise donc religieux, attention, tout ce qui n'est pas, au regard du Talmud, un élu. Alors, je termine le paragraphe parce qu'en fait, tout est écrit. C'est-à-dire que cette charte, hein, toujours laborieusement mise au point Oui, dans nos loges, oui, par-delà, elle va contribuer ainsi à soumettre les parents à une psychose collective de la peur, ce qui provoquera inéluctablement et d'une manière générale dans la société un relâchement de l'autorité parentale. Ainsi, nous aurons réussi dans un premier temps à produire une société semblable à celle de la Russie des années 50 où les enfants dénonçaient à l'État leurs parents, et cela sans que personne ne s'en aperçoive. En transférant ainsi à l'État le rôle parental, donc l'État devient nounou, devient père, mère, il nous sera plus facile par la suite, nous les loges maçonniques, de nous accaparer une par une toutes les responsabilités qui avaient été jusqu'à date du ressort exclusif des parents. C'est ainsi que nous pourrons faire considérer par tous comme étant un abus contre l'enfant l'enseignement religieux traditionnel d'origine judéo-chrétienne. Et il y a un autre parti qui m'intéresse aussi et qui correspond à l'EVARS, pour achever l'éclatement de la famille et du système d'éducation, donc de la société en général, il est primordial d'encourager la liberté sexuelle à tous les échelons de la société occidentale. Il faut réduire l'individu, donc les masses, à l'obsession de satisfaire leurs instincts primaires par tous les moyens possibles. Nous savons que cette étape représente le point culminant par lequel toute société finira par s'effondrer d'elle-même. Donc Evars, c'est le symbole même d'une société en déclin et d'une société qui est en train de faire comme l'Empire romain, en train de s'effondrer. Donc du coup, il aurait pu s'enfuir et être, enfin Adolf Hitler, Oui. et être en Argentine durant tout ce temps. Est-ce Alors- qu'on sait quand est-ce qu'il est mort, réellement? Alors, oui. D'ailleurs, j'ai vu là, il y a un livre qui vient de sortir en espagnol. Je ne l'ai Ouais. pas encore lu parce qu'il est sorti début août. En espagnol, c'est La tumba de Hitler, donc la tombe d'Hitler. Parce que, alors tu parles de l'Argentine, mais c'est intéressant parce qu'on voit une autre destination. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait été même sur 2 destinations. C'est l'Antarctique. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai trouvé des articles dans 1951. Donc, donc, il serait arrivé en sous-marin jusqu'en Argentine. Mais dans l'article que j'ai lu, alors là c'est un article en français, donc qui date de 1951, ça c'est très étonnant parce que on va dire que le conspirationnisme existait déjà depuis très longtemps, parce que ce que ce journal français explique, c'est qu'en fait il s'est réfugié également donc en Argentine et sur la base nazie qui existe en Antarctique. Parce que, par exemple, en 1938-39, les nazis font leur 3e expédition dans l'Antarctique. Officiellement, c'est pour, ça me fait sourire, c'est pour établir une base pour mieux pêcher la baleine. Ouais. Oui. Bon. Donc, ils ont besoin d'une base pour mieux pêcher la baleine en Antarctique. Et dans l'article donc, de 1951, il est expliqué que et d'ailleurs, il renvoie à l'amiral Byrd. Je ne sais pas si on peut en parler. Vas-y. Voilà. Donc, pour nos spectateurs, donc l'amiral Byrd, donc c'est un amiral américain qui va faire des expéditions en Antarctique et en Arctique, donc pôle Sud, pôle Nord, et qui déclarera pour l'Antarctique qu'ils ont survolé en avion, qu'ils ont volé en avion pendant près de 3000 miles, donc c'est à peu près 5000 km. Et en dessous d'eux, donc on est en Antarctique, qu'ils voyaient des paysages avec de la végétation, avec des lacs, avec ce qui ne correspond absolument pas à la description officielle de l'Antarctique. D'ailleurs, on sait qu'il est impossible d'accéder à l'Antarctique. Si tu décides de prendre ton yacht et de te dire tiens, allez, j'emmène des amis, allons visiter l'Antarctique, pas sûr que tu arrives jusqu'au bout. En tout cas, on dit
je ne l'ai pas vérifié, je ne l'affirme pas, que les avions, enfin j'avais lu ce commentaire de la part de pilotes qui n'ont pas le droit de survoler l'Antarctique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, les Américains ont caché toutes ces années durant Hitler, qu'ils l'ont d'abord aidé, Bien financé, ils lui ont dit d'aller faire la guerre, et après ils l'ont caché? Bien sûr. Il y a qu'un, enfin, encore une fois, ce sont des documents officiels. D'accord.